La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font. Avec aujourd'hui les conseillers référendaires François Lemal et Lélia Prieur. Bonjour François. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur les arrêts que nous décrypterons ensemble, consacrés à la question des lanceurs d'alerte, nous commençons par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale, avec un arrêt relatif à la baisse du chiffre d'affaires comme indicateur de difficultés économiques dans le cadre d'un licenciement économique, puis un arrêt sur la question relative au délai dont dispose un salarié pour demander au juge un rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Nous commençons avec la question du licenciement économique, avec un premier arrêt du 1er juin 2022 concernant une salariée licenciée en raison des difficultés économiques de son entreprise. Cette entreprise invoquait une baisse de son chiffre d'affaires. On se souvient, Clélia, que l'employeur peut rompre de manière unilatérale un contrat de travail en procédant au licenciement du salarié. Ce licenciement peut intervenir pour un motif qui est soit personnel, soit économique. Le motif économique, lui, doit être réel et sérieux. Les juges apprécient le caractère réel et sérieux, d'abord en considération des raisons économiques invoquées par l'employeur, qui peuvent être des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise, et ensuite en vue de leur incidence sur l'emploi et les conditions de travail. Mais en 2016, le législateur a considéré qu'il fallait préciser ce en quoi pouvaient consister les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement. Pour lui, cette notion était trop floue et plaçait les entreprises et les salariés dans l'incertitude, ce qui nourrissait de nombreux procès devant les conseils de prud'homme. Effectivement, et par une loi du 8 août 2016, appelée aussi la loi El Khomri, il a fixé des critères supplémentaires pour définir plus précisément ce que sont les difficultés économiques. Ainsi, l'article L. 1233.3 du Code du travail prévoit désormais que les difficultés économiques sont caractérisées en particulier par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique et sont considérés comme indicateurs économiques des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou encore, et c'est ici l'indicateur qui nous intéresse aujourd'hui, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. Pour qu'il y ait une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, la loi exige qu'elle dure un certain temps. Cette durée, d'1 à 4 trimestres, est d'autant plus longue que l'entreprise compte de salariés. Ainsi, pour une entreprise de 300 salariés et plus, la baisse doit durer 4 trimestres consécutifs. La comparaison se fait avec la même période de l'année précédente. Alors, dans l'affaire qui a été soumise à la Cour de cassation, il s'agissait d'une salariée qui travaillait dans une entreprise de confection qui employait plus de 300 salariés. Effectivement. Et son contrat de travail a été rompu en juillet 2017 pour un motif économique. L'employeur invoquait de son côté une baisse significative de son chiffre d'affaires. En effet, son chiffre d'affaires avait diminué de manière continue au cours des 4 trimestres consécutifs de l'exercice 2016, et cette baisse était importante puisqu'elle avait atteint plus de 22 millions d'euros. Aussi, pour apprécier l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires, la Cour d'appel s'est placée à la date du déclenchement de la procédure de licenciement économique collectif, puis elle a comparé les 4 trimestres de 2016 aux 4 trimestres 2015 et, compte tenu de la baisse de 22 millions, a considéré que le licenciement était justifié. Elle avait également pris en compte le résultat du premier trimestre de l'année 2017 qui était disponible, mais elle constatait que s'il affichait une légère hausse de 0,50% par rapport au premier trimestre 2016, il demeurait très inférieur au chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2015. Oui, et on comprend bien qu'en réalité se posaient plusieurs questions. D'abord, celle de savoir à quelle date la Cour d'appel devait se placer pour prendre en compte le nombre de trimestres. Celle du déclenchement de la procédure de licenciement collectif ou celle du licenciement du salarié.
Ensuite, se poser la question de savoir s'il s'agit de comparer les trimestres d'une année civile à l'autre ou des trimestres glissants. Enfin et surtout, comment appliquer les conditions de durée et de continuité exigées par la loi. Tout à fait. Et tout d'abord, la Cour de cassation retient que c'est à la période contemporaine de la rupture du contrat de travail du salarié que l'on se place pour apprécier la baisse significative du chiffre d'affaires. Elle exclut ainsi que soit retenue la date du déclenchement de la procédure de licenciement collectif. Elle retient ensuite le principe de l'année glissante. Enfin, elle indique que pour apprécier la baisse du chiffre d'affaires, il faut procéder à une comparaison trimestre à trimestre. Ainsi, dans notre affaire, l'employeur avait vu son chiffre d'affaires augmenter de 0,50% par rapport à celui de la même période de l'année précédente au cours du premier trimestre de l'année 2017 ayant précédé la date de la rupture. Il ne pouvait donc pas se prévaloir, en l'absence de baisse continue sur les 4 trimestres consécutifs précédant la rupture, d'une baisse significative de son chiffre d'affaires comme motif économique. La solution aurait été différente si le chiffre d'affaires du trimestre précédent de la rupture, en 2017, avait diminué par rapport à celui de l'année 2016 à la même période. Le second arrêt du 9 juin 2022 nous permet d'aborder la question du délai dont dispose un salarié pour demander au juge un rappel de salaire dans le cadre particulier de la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Autrement dit, quel est le délai de prescription applicable ? Oui, dans cette affaire, il fallait déterminer jusqu'à quelle date et pour quelle période le salarié pouvait demander un rappel de salaire. Ce salarié était employé comme ouvrier hautement qualifié, puis comme conducteur d'engin. Il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais, et c'est important, à temps partiel, puisqu'il était engagé pour une durée de travail de 8 heures par semaine. On sait que les heures complémentaires sont celles qui s'ajoutent aux heures prévues au contrat de travail à temps partiel et que, en application de l'article L3123-17 du Code du travail, lorsque l'employeur a recours à des heures complémentaires, si celles-ci ont pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. Après avoir été licencié le 16 octobre 2015, le salarié, s'appuyant sur ce texte que l'on vient de rappeler, a saisi le Conseil de prud'homme le 12 décembre 2016 en faisant valoir qu'ayant travaillé au-delà de la durée légale au mois de septembre 2013, il était fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2013 jusqu'au terme de son préavis, le 16 décembre 2015, ce rappel de salaire correspondant, comme on l'a vu, à la différence entre les sommes effectivement perçues et le montant d'un salaire à temps plein. Ainsi que nous l'avons exposé dans le décryptage de la sociale Le Mag du mois dernier, si le délai de droit commun pour agir en justice est fixé à 5 ans depuis le 19 juin 2008, ce délai n'a vocation à s'appliquer en droit du travail qu'à la condition qu'il n'existe pas de disposition spécifique. Or, il y a précisément, depuis le 17 juin 2013, l'article L1471-1 du Code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et l'article L3245-1 du Code du travail prévoit quant à lui, de manière plus spécifique encore, que les demandes en paiement ou en répétition du salaire doivent être formées dans les 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la former. Et j'attire votre attention sur ce point. L'article L3245-1 se termine en indiquant que la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits ou lorsque, et ça nous intéresse ici, ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail. Oui, exactement François. Et la Cour de cassation devait donc déterminer d'abord si le salarié disposait d'un délai de 3 ans ou de 2 ans pour agir en justice. Ensuite, il fallait qu'elle dise quel était le point de départ de ce délai. Et enfin, elle devait préciser la portée du dernier alinéa de l'article L3245-1 et savoir s'il devait s'appliquer.
Tout à fait. Alors, s'agissant du choix du délai de prescription, la Cour de cassation devait-elle retenir le délai de prescription de 2 ans relatif à l'exécution du contrat de travail, en considération de ce que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sanctionne un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat à temps partiel, ou devait-elle regarder la nature de la réparation prévue, c'est-à-dire un rappel de salaire ? Et donc, dans ce cas, elle devait retenir le délai de prescription de 3 ans prévu pour le paiement de salaire. La Cour a rappelé la jurisprudence bien assise, selon laquelle la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Elle en a déduit que, s'agissant d'une demande salariale, celle-ci est soumise à la prescription de 3 ans. S'agissant du point de départ de la prescription, la Cour de cassation pouvait retenir la date à laquelle le dépassement de l'horaire légal a été observé, c'est-à-dire le mois de septembre 2013, auquel cas le salarié n'avait droit à rien dans la mesure où il a saisi le Conseil de prud'homme en décembre 2016, soit plus de 3 ans après. Eh bien, la Cour de cassation a plutôt choisi de considérer, là aussi au regard d'une jurisprudence bien établie, que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle le salaire est devenu exigible, sachant que, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire du mois considéré. Ainsi, même si le dépassement de l'horaire légal est intervenu au mois de septembre 2013, comme tu viens de le dire, plus de 3 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, il devait être payé aux salariés un salaire correspondant à un temps plein à compter du mois de septembre 2013 et jusqu'à la date de la rupture du contrat à la fin de la période de préavis, le 16 décembre 2015. La saisine du Conseil de prud'homme du 12 décembre 2016 est donc intervenue moins de 3 ans après les dates d'exigibilité des salaires de décembre 2013 à décembre 2015 et le délai de prescription n'était donc pas échu. Enfin, la Cour de cassation, après avoir ainsi retenu que l'action était recevable en fonction de la date à laquelle le salaire est devenu exigible, a recherché les salaires que le salarié pouvait réclamer et considérer, eu égard au dernier alinéa de l'article L3245-1 du Code du travail, que le salarié pouvait réclamer les salaires sur les 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail. En effet, ce dernier alinéa a été introduit par voie d'amendement pendant les travaux parlementaires et avait précisément pour objet de permettre à un salarié qui avait introduit postérieurement à la rupture de son contrat de travail une action en paiement ou en répétition du salaire de réclamer le versement des sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture de son contrat de travail. Vous retrouverez les commentaires de ces 2 arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 15. Notre décryptage du mois porte sur un arrêt du 16 février 2022 qui se rapporte aux lanceurs d'alerte et à la liberté d'expression dans l'entreprise. C'est une question sensible et d'actualité, comme en témoigne la tribune de plusieurs lanceurs d'alerte et les débats qui ont entouré dans la presse le vote de la loi du 21 mars dernier visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte qui transpose en droit interne la directive européenne du 23 octobre 2019. Oui, François, c'est non seulement une question juridique, mais aussi un sujet social et médiatique qui occupe l'imaginaire collectif, le lanceur d'alerte défendant l'intérêt général à ses risques et périls. François Château-Renaud, directeur d'études en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, est à l'origine de la notion de lanceur d'alerte qui s'inspire des whistleblowers américains qui ont été autorisés en 1863, pendant la guerre de sécession, à intenter une action en justice au nom du gouvernement contre notamment les fournisseurs de marchandises défectueuses aux armées de l'Union, moyennant une partie de l'amende éventuelle. Oui, et aujourd'hui, la notion de lanceur d'alerte englobe au-delà de la dénonciation de fraude, celle de risques encourus pour les libertés individuelles, la santé ou encore l'environnement, mais précisément comment se définit en droit français un lanceur d'alerte. La loi du 6 décembre 2013 définissait le lanceur d'alerte comme un salarié ayant relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit donc d'un lanceur d'alerte interne.
Cette loi prévoyait que tout acte de l'employeur, notamment un licenciement ou une mesure disciplinaire, pris contre un salarié pour avoir ainsi témoigné, est sanctionné par la nullité. Puis, la loi de 2016 a élargi le champ d'alerte à la violation grave et manifeste d'un engagement international ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, en précisant que le salarié doit en avoir eu personnellement connaissance. Effectivement, on comprend bien que l'idée était aussi d'assurer un traitement effectif des alertes éthiques et une protection sûre, tant pour ceux qui lancent l'alerte que pour ceux qui en sont la cible. Exactement. Enfin, la loi du 21 mars 2022 a transposé en droit français la directive européenne du 23 octobre 2019. Cette directive définit des normes minimales communes à tous les États membres en matière de protection des personnes qui signalent dans le cadre professionnel des violations du droit de l'Union. Elle a élargi donc le champ d'application de l'alerte à ces violations. Et de quelle protection bénéficie le lanceur d'alerte, Clélia ? Sa protection s'est d'abord faite jusqu'en 2013 par le biais d'une succession de lois sectorielles relatives aux droits d'alerte individuels en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, de discrimination, de corruption, de santé, d'environnement ou encore de conflits d'intérêts. Puis succédant à la loi de 2013 dont j'ai parlé au début, qui a consacré la protection des lanceurs d'alerte, la loi du 9 décembre 2016 a créé un véritable statut du lanceur d'alerte, en prévoyant notamment un système de graduation des destinataires de l'alerte avec une priorité donnée au canal de signalement interne. Le dispositif consiste à porter en premier lieu le signalement d'une alerte à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. En l'absence de diligence de ce premier destinataire, le signalement est adressé en second lieu à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. Ce n'est qu'en dernier ressort, à défaut de traitement par l'un de ces organismes dans un délai de 3 mois, que le signalement peut être rendu public. L'objectif de ce dispositif est d'obliger l'employeur à traiter rapidement le problème, dans un souci d'efficacité, mais aussi dans l'intérêt premier bien compris de l'entreprise elle-même, afin d'éviter qu'une alerte publique ne soit lancée. Avec la loi du 21 mars 2022, le législateur entend désormais laisser le choix aux salariés entre le canal de communication interne à l'entreprise et le canal de communication externe aux autorités compétentes. Seule la voie de la divulgation publique reste subsidiaire, sauf urgence ou risque d'un préjudice irréversible. Elle offre également une meilleure sécurité juridique, tant aux lanceurs d'alerte et à ses proches qu'aux entreprises qui luttent contre la corruption en améliorant le recueil et le traitement des signalements d'alerte, en particulier par le défenseur des droits dont le rôle est renforcé. Elle prévoit enfin que les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions légales bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122.9 du Code pénal. On voit bien que si une immunité disciplinaire et pénale est accordée aux lanceurs d'alerte, il s'agit d'un droit d'alerte encadré par la loi et par le juge. Tout à fait. Le bénéfice de la protection d'alerte est soumis à une exigence de bonne foi. On se souvient que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi ne peut être déduite du seul fait que les faits dénoncés ne sont pas établis. La mauvaise foi suppose que le salarié auteur de la dénonciation a eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés. Alors, on vient de voir que le lanceur d'alerte bénéficie d'un statut protecteur spécifique. Cependant, il bénéficie également, comme tout salarié, du droit à la liberté d'expression. Comment s'articule cette protection statutaire et cette liberté d'expression ? C'est justement tout l'intérêt de l'arrêt du 16 février dernier que nous décryptons, qui pose la question de la ligne de partage entre, d'une part, le régime de protection légale des lanceurs d'alerte et, d'autre part, la liberté d'expression des salariés. La liberté d'expression est garantie en particulier par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On se souvient que le fait pour l'employeur d'apporter des limites à la liberté d'expression du salarié, exercée individuellement au sein ou en dehors de l'entreprise, s'analyse comme une restriction apportée à une liberté fondamentale. Mais l'exercice d'un droit ou d'une liberté même fondamentale n'est pas absolu.
l'abus peut être sanctionné. Oui, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, sauf abus, caractérisé par des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Et qu'en est-il dans l'arrêt du 16 février 2022 ? Il s'agissait d'un salarié cadre qui exerçait la fonction de directeur du service fiscal d'une société bancaire et qui, ayant exprimé son désaccord sur un projet de rachat de parts de la société qu'il employait en raison du caractère fiscalement frauduleux de l'opération envisagée, a été licencié pour insuffisance professionnelle. Ce salarié, estimant que le véritable motif de son licenciement était de le sanctionner en raison de l'alerte qu'il avait donnée sur le caractère frauduleux de l'opération, a saisi la juridiction prud'homale. La Cour d'appel a écarté que le salarié puisse se prévaloir du statut de lanceur d'alerte en considérant qu'en informant sa direction du risque fiscal et pénal encouru par le projet, le salarié était dans l'exercice normal de ses fonctions de directeur du service fiscal. En revanche, la Cour d'appel a considéré, l'insuffisance professionnelle n'étant pas établie par l'employeur, que le licenciement constituait une atteinte à la liberté d'expression du salarié, car les propos tenus n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires. Mais la Cour d'appel en tire cette conséquence inexacte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et non pas nul. Oui, et la Cour de cassation rappelle d'abord le principe de liberté d'expression du salarié en entreprise. Elle énonce ensuite, de façon très claire, que la sanction du licenciement prononcée par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est la nullité. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la nullité du licenciement en cas d'atteinte à une liberté fondamentale du salarié. Exactement, mais ce qui est intéressant, François, dans ce pourvoi, c'est que la Cour de cassation n'a pas suivi le salarié qui revendiquait la protection prévue par la loi, ici celle de 2013, pour les lanceurs d'alerte. En revanche, elle a approuvé la Cour d'appel en ce qu'elle a retenu une atteinte à la liberté d'expression. Oui, qu'il y a l'intérêt de l'arrêt et la vision transversale qu'il propose des deux régimes de protection qui coexistent. Absolument. D'une part, celui de la liberté d'expression et d'opinion, protégé par la Convention européenne, et dont le juge contrôle les restrictions en s'assurant qu'elles sont justifiées et proportionnées. Le salarié peut en effet être critique, sans abus, tant dans son entreprise qu'à l'extérieur. D'autre part, il y a la protection légale du lanceur d'alerte. Sa bonne foi témoigne du sérieux de la démarche au service de l'intérêt général, exempte de toute volonté de nuire, et lui ouvre un droit à l'erreur, même si l'information se révèle inexacte. Cette protection statutaire joue en amont de tout procès éventuel. C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 16 février 2022 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de cassation, avec le numéro de pourvoi 19 17 871, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 13 de janvier-février 2022. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Clélia. À bientôt François.